La souveraineté nationale du Canada a été récemment, dans un coup de théâtre inattendu, remise en question par son allié de longue date, les États-Unis. Les déclarations assez incendiaires du président actuel des États-Unis par rapport à un futur statut de 51e État américain du Canada, avec à l'appui des menaces de tarifs douaniers qui seraient dévastateurs pour l'économie canadienne. Face à de tels développements géopolitiques qui accaparent l'attention du public, qui amènent un grand bouleversement émotionnel, voire de la panique, je pense qu'il convient de prendre un peu de recul. Je pense que c'est une occasion en or pour les Québécois, plus particulièrement, de se poser cette question-là qui est assez fondamentale pour eux. Pourquoi accorde-t-on la moindre importance à l'indépendance de notre nation? Depuis plus de 40 ans, une question semble hanter le paysage politique québécois, celle de l'indépendance de la province. Et depuis 250 ans, le fait français, le destin national des Canadiens français, est une question qui obsède. Après tant d'années de lutte, de revirement de situation, de persévérance de la part de nos ancêtres, voici aujourd'hui que certaines parties de la société québécoise semblent prêtes à baisser les bras. Pourquoi continuer à se battre? À mener un combat de société qui va se heurter à des obstacles. Tout ça pour des principes aussi abstraits que l'identité, que la langue. Non, et selon les partisans de notre inféodation continuée, il ne faut pas risquer la moindre difficulté économique pour un projet aussi ambitieux que l'indépendance. Voilà un raisonnement assez convaincant. Une seule question demeure. Où sont-elles ces personnes-là aujourd'hui pour préconiser l'intégration du Canada aux États-Unis à cause des menaces de risques économiques? Y aurait-il une valeur plus que simplement économique à avoir son propre pays? L'homme est un animal politique, c'est-à-dire qu'il est fait naturellement pour vivre en société. Souvent, à tort selon moi, on oppose la liberté de l'individu avec la vie en société. L'individu, naturellement, désire vivre seul sans les contraintes de personne d'autre, tandis que la nécessité de sa survie lui nécessite de sacrifier cet instinct naturel-là, de sacrifier une partie de sa liberté à une autorité collective, dans une espèce d'échange tolérable mais contre sa nature. C'est alors que la théorie du contrat social entre en jeu. Deux parties du contrat doivent jouer leur rôle. L'individu doit sacrifier sa liberté, son désir naturel à faire qu'est-ce qu'il veut sans prendre en compte les autres, tandis que l'autorité collective doit assurer, en échange d'une partie de la liberté qui lui est sacrifiée, doit donner à l'individu la sécurité et certains services publics. Mais même si cet échange est tolérable, il va contre qu'est-ce que l'homme, dans son état de nature, désire naturellement. Et je pense que rien n'est plus faux. Si on regarde dès l'enfance, alors qu'on dépend absolument de nos parents, non seulement pour survivre, mais aussi de leur affection, ou plus tard dans notre vie à l'adolescence, quand on est prêt à tout faire, même des niaiseries, pour être inclus dans le groupe. L'être humain est un être profondément social. Il a besoin de l'amitié de ses semblables. Parce que ses semblables sont pour lui comme des miroirs qui lui permettent de se connaître lui-même, de connaître sa propre humanité. La nature relationnelle de l'humain va donc beaucoup plus loin que le contrat. La bonne vie en société, la vie en société quand elle est bien faite, ce n'est pas une limitation de la liberté de l'homme. C'est l'accomplissement de ses aspirations. Et par conséquent, c'est sa liberté. La bonne vie en société est la liberté de l'homme. Si l'homme était seul, il serait prisonnier de sa solitude. Parce que c'est contre sa nature et ses aspirations. L'homme ne peut vivre sans amour. Il ne peut passer une vie entièrement transactionnelle où il utilise son prochain comme un simple moyen pour une fin et à être traité d'une façon semblable et rester sain d'esprit. Comme par conséquent, l'être humain a besoin d'amour et qu'il ne traiterait pas quelqu'un qu'il aime de façon strictement transactionnelle, alors il ne peut pas non plus faire la même chose avec la société dans laquelle il vit. Et comme chaque individu a ses propres sensibilités, sa propre personnalité, qui fait en sorte que dans un groupe d'individus, il y a cette admirable diversité-là, d'une façon semblable à l'échelle de la société. Chaque société a ses propres sensibilités, sa propre personnalité, qu'on appelle culture, tradition, identité. Et chaque société a quelque chose de bon à préserver, quelque chose qui ajoute à la richesse de l'humanité et qui mérite d'être défendu et préservé. Comment ne pas voir, dans l'individualisme et dans la mentalité transactionnelle de la société actuelle, la source des maux existentiels, comme un instrument du déclin de la santé mentale, comme un mal-être qu'il est inacceptable de maintenir et de transmettre aux prochaines générations. On ne peut sainement vouloir la disparition de son tissu social, de vouloir la disparition de son propre peuple. Et on ne peut pas non plus
sainement, accepter des atteintes à la dignité de sa patrie pour des avantages superficiels. Voici des principes de base de la politique qui ont malheureusement été largement oubliés par les dirigeants et par même les intellectuels contemporains. Le libéralisme, pourtant, doit être constaté comme étant un échec et comme incompatible avec la nature humaine. Une communauté très singulière a été fondée il y a de ça presque 500 ans. Cette communauté, elle a émergé d'une puissante et antique société latine européenne, la France. Quelques-uns de ses plus courageux représentants ont eu la folle idée de venir de l'autre côté de l'océan fonder un nouveau pays. C'est alors que, grâce à nos alliances avec les autochtones, dans une contrée qui était largement libre d'habitants, les premières villes ont été fondées par les pionniers dont se souviennent nos cours d'histoire, Samuel de Champlain, Chomédé de Maisonneuve et d'autres. Avec les générations, on ne peut pas contester que le peuple français du Canada a fini par développer sa propre identité, sa propre culture, bien qu'il ait gardé en commun les mêmes racines religieuses et linguistiques avec la mère patrie, la France. Il a également eu les tribulations qui lui sont propres, comme la conquête. Après un peu plus que 150 ans d'existence comme une colonie française, notre peuple a été conquis par un empire étranger, l'Angleterre. Et si tantôt les relations étaient conflictuelles, tantôt paisibles, on peut pas contester que cette occupation-là a grandement façonné qui on est jusqu'à aujourd'hui. Malgré l'occupation étrangère et les tentatives répétées de faire disparaître la culture canadienne-française, nos ancêtres, on peut le dire, ont été assez têtus et ont réussi l'exploit de maintenir notre existence. Il y a 60 ans de cela, une révolution a profondément bouleversé notre peuple. Ce qu'on appelle communément la Révolution tranquille a manifesté un changement complet des aspirations et des priorités des Québécois. Ça, on en parlera dans une prochaine capsule. Mais on peut retenir que cette révolution tranquille a été corrélée avec la montée d'un nationalisme civique qui désirait accomplir l'indépendance du Québec. Comme vous le savez bien, ce projet s'est heurté à des obstacles, comme les 2 référendums perdants. De tout cela, on peut néanmoins tirer qu'est-ce qui est pertinent pour la présente capsule, c'est qu'il existe incontestablement, démontrablement, une société distincte au Québec, que sa propre culture, ses propres traditions, et qui a une identité qui est égale aux autres et qui mérite d'être préservée. L'actualité a, heureusement on peut le dire, déclenché de vives réactions chez les gens d'ici. Celle d'un refus catégorique de se laisser absorber par une plus grande puissance sous la menace. Que cette menace d'absorption soit réelle ou simplement une tactique de négociation d'ailleurs. Mais ce que je trouve sidérant, c'est la docilité avec laquelle, en temps normal, on accepte les dynamiques plus profondes de notre disparition. Que ce soit la dépendance culturelle et économique envers notre voisin du Sud, les États-Unis, que ce soit la démographie et les taux d'immigration qui sont présentement en place, ou que ce soit l'idéologie d'État du Canada, duquel on fait partie. Par rapport à la dépendance culturelle et économique envers les États-Unis, elle est assez incontestable. Regardons tous les produits culturels les plus consommés, la musique, les films, qui ont au sommet de leur palmarès systématiquement des œuvres américaines, et qui produisent une véritable colonisation des esprits. La dépendance économique est assommante. On exporte 2 fois plus et on importe 50% plus avec les États-Unis qu'avec tous les autres pays du monde réunis. Au niveau de la démographie, on accepte des taux d'immigration qui sont complètement hors de mesure. Alors, qu'on me comprenne bien, il n'y a rien de mal intrinsèquement avec l'immigration. L'immigrant qui vient ici et qui cherche à s'établir de façon permanente, on doit bien comprendre que il doit avoir la disposition de devenir un enfant adoptif du pays qui l'accueille. Simplement, avec les taux actuels, ils sont bien au-delà de notre capacité culturelle d'absorption. Donc ce processus-là ne peut pas se faire. Les supposés avantages de l'immigration de masse pour notre démographie déclinante sont mensongers, parce qu'ils sont inexistants sur le long terme. La transition démographique, c'est un phénomène qui est mondial. Comment se fait-il fondamentalement que l'on accepte de demeurer dans un pays dont la doctrine officielle, le multiculturalisme canadien, nie la légitimité même de notre existence? Le multiculturalisme, c'est une idéologie qui affirme qu'une contrée, une terre, n'a pas vocation à appartenir à un peuple ou à une identité en particulier. Au contraire, le multiculturalisme cherche à établir un État post-national, ce qui est une autre façon de dire qu'il veut anéantir le concept même d'État-nation. Il est bien vrai que les déclarations du président américain étaient inacceptables, mais quelle hypocrisie d'accepter de maintenir un ordre des choses qui participe dans une mesure beaucoup plus grande à notre disparition. Aimer son pays, ce n'est pas haïr rien ni personne. C'est aimer qu'est-ce qui doit légitimement être aimé, la patrie. Alors si c'est si facile de comprendre ce principe-là, quand il est question du président américain actuel, pourquoi est-ce aussi difficile de le comprendre
plus généralement et en temps normal.